Fantasme pervers. Je ne vais pas prêcher la parole de Freud. Je sais que Freud fait bondir parce qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question sur son œuvre. Mais une chose certaine, c'est que la psyché humaine est parsemée de fantasmes pervers. Et c'est pas pour autant qu'on est pervers. Voilà, mais c'est aussi parce qu'on va pouvoir, au moment où on a ce fantasme-là et où on a peur, être entendu, écouté et guidé, qu'on va peut-être moins facilement passer à l'acte. Encore une fois, les écrans pervers, ça je sais qu'il n'y a rien à faire, mais tout à fait d'accord. Oui, tout à fait d'accord. Alors c'est vraiment un petit parallèle, mais vous savez, les femmes qui tuent leur enfant, c'est parce qu'elles ne le fantasment pas. Elles ne peuvent pas le penser et elles passent à l'acte. Une femme qui est mère, qui accueille un enfant et qui se dit « Oh là là, j'en peux plus, j'aimerais qu'il se taise, j'en ai marre, des fois je voudrais pas qu'il existe ». Le fait qu'elle le pense, c'est ce qui ne permettra pas qu'elle passe à l'acte. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle a pensé pendant 2 secondes que son enfant se taise et qu'il disparaisse, que c'est une mère infanticide. Eh bien, c'est pareil pour la sexualité, pour la perversion. On peut forcément penser au sexuel lorsqu'on nettoie un enfant. En regardant le sexe d'un enfant, forcément dans l'inconscient, ça va nous renvoyer à du sexuel. Mais c'est pas parce que le sexuel psychique est convoqué dans notre psyché que ça fait, que nous allons être une personne prédatrice, etc., etc. Il y a une grande différence entre le passage à l'acte et la psyché du côté du fantasme. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées à comprendre, mais que c'est bien justement de mettre les pieds dans le plat. Vous voyez, Fleur Chérie, on avance entre adultes. Non, mais c'est très bien d'en parler en tout cas, vraiment. Merci Fleur Chérie, je rappelle que vous êtes journaliste à union.fr et également. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez à votre tour nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. C'est une radio que j'aime beaucoup, c'est complètement différente. Sud Radio, parlons. Donc le lourd sujet de la pédophilie. Merci Christophe de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à vos invités. Donc Christophe, vous avez subi des attouchements quand vous étiez jeune, Voilà, et là aujourd'hui j'ai 48 ans et lorsque j'avais 6 ans, j'ai été abusé par mon père. Allô ? Oui, on vous entend. Donc j'ai été abusé par mon père et le petit garçon de 6 ans a fait en sorte de tout oublier. Quand vous dites abuser, vous tripotez, c'est ça il y a eu plusieurs attouchements et plusieurs pénétrations avec les doigts. D'accord. Donc il vous touchait le pénis et il introduisait ses doigts dans votre anus. Voilà, donc ça c'est les souvenirs que j'ai eus 30 ans plus tard, quand j'ai eu un accident dans mon corps, où j'ai eu, je me suis fait mal au niveau de l'anus. Mais vous m'aviez raconté, je me souviens très bien. Voilà, et donc là il y a eu la résurgence de tous mes souvenirs qui sont remontés à la surface. Donc une longue période compliquée et difficile, où j'ai eu besoin d'être accompagné, de faire un travail. Alors j'ai découvert une méthode pour remettre, j'allais dire, à zéro un petit peu les émotions, les sensations et la douleur et le traumatisme, c'est la EMDR. Oui, c'est formidable le EMDR dans des cas comme ça. Christophe, tout particulièrement aujourd'hui, puisqu'on essaye de comprendre, donc on essaye, en l'occurrence pas de l'excuser, comprenez bien, mais de comprendre votre père. Vous avez su son passif, vous avez compris, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste obscur pour vous ? Il a été abusé quand il était plus jeune. C'est ça. Ça, je l'ai su. Voilà, il a été abusé, il a eu une place un peu particulière dans la famille, et il a reproduit ce qu'il avait subi, entre guillemets. Voilà, je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Et donc moi je me suis... Et on peut l'imaginer d'ailleurs qu'il avait dû le subir à peu près à l'âge auquel vous subissez, et qu'il y a quelque chose comme ça, comme vous disiez très justement Stéphanie Germani, pour pas tomber dans la psychose, il utilise Christophe, son petit garçon... Pour la sauvegarde du moi, c'est-à-dire que dans la répétition, il faut imaginer que lorsqu'on est victime, les abus sont vécus comme des intrusions très angoissantes, même si on est très jeune, donc là vous aviez 6 ans, l'enfant est face à une tension psychique énorme, un excès de surcharge d'excitation, au niveau de la psyché, et en même temps des angoisses massives. Comment peut-il en fait supporter tous ces éléments psychiques ? C'est impossible. Donc dans la majorité des cas, surtout lorsque c'est des âges aussi précoces, on appelle un mécanisme de défense qui va venir opérer pour que le sujet qui a subi la victime puisse être dans la réalité et ne pas rentrer dans une dépression massive ou dans la folie. C'est ce qu'on appelle le déni. Et vous l'expliquez très clairement, c'est que lorsque vous avez eu votre accident,
C'est à ce moment-là que le souvenir est revenu à la surface. Mais exactement. Auparavant, auparavant, occulté complètement. Occulté, tout à fait. Protégé. Tout Vraiment, à fait. c'était une amnésie traumatique. C'est-à-dire que les mécanismes de défense que j'ai eus à 6 ans, ont fait que je me suis protégé, renfermé. Et renfermé, vous avez dit un mot que je souligne, Christophe, parce que dans votre entourage, on aurait pu voir un changement entre le moment où vous étiez un enfant joyeux, ouvert, et tout d'un coup, un enfant qui se renferme. Dans mon entourage, ma mère n'était pas présente, elle était occupée ailleurs avec mon frère qui était handicapé, donc pendant une longue période elle n'était pas là. Ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul, sans avoir qui que ce soit, personne à me parler. Ni élaborer, parce que je... vous aviez 6 ans, vous ne pouviez pas élaborer, Christophe. On est d'accord. Sauf que les dommages ont été dramatiques. Après, le hasard n'existe pas pour moi et je me suis retrouvé dans une formation d'éducateur spécialisé, dans une relation d'aide. J'ai travaillé en foyer avec des jeunes en grande difficulté et en particulier des jeunes qui avaient été abusés. Et il y avait comme une forme de compréhension, j'allais dire, d'effet miroir. Oui. Voilà, de sensation, mais lui, il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance, il a été abusé sexuellement. Je le sentais. Alors, impossible d'y mettre des mots. Et c'est, comme je dis, 35 ans passés, que j'ai découvert que je pouvais faire des liens entre mon histoire à moi et l'histoire de certains enfants. Ça fait des dégâts extrêmes, je vais dire des vrais dégâts. Voilà, alors moi j'ai 2 enfants et c'est compliqué d'avoir pris conscience que dans la relation avec mes fils, j'ai mis la distance. En fait, pour me protéger de ce que j'aurais pu reproduire, parce que là j'ai un peu travaillé, ce que je dis là. Oui, je voulais dire que avant de la prise de conscience de ce que vous aviez subi, vous aviez mis à distance un peu vos enfants, c'est-à-dire que vous n'étiez pas trop dans des rapports charnels avec vos enfants. Peut-être pour les protéger et vous protéger en quelque sorte, d'une manière tout à fait inconsciente. Mais sans le comprendre, sans avoir mis des mots dessus. Donc voilà, après le temps fait que vous parliez de dépression, moi j'ai vécu ma dépression à plus de 35 ans, où là ça a été un effondrement total. Voilà, de mon histoire, de ma vie, où j'ai réalisé que j'avais été abusé. Et c'est vrai que cette position de victime, à un moment donné, il faut le dépasser, parce que la victime, j'ai subi des choses, mais j'y suis pour rien. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre en mots, prendre conscience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un long travail. Voilà, alors aujourd'hui, on a des outils, des techniques qui nous permettent, et je le dis bien en tant que professionnel du social, où j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient été abusés et en grande difficulté, de pouvoir les aider. Voilà. Je voudrais... Juste dans la relation à mon père aussi, ça a été compliqué. Ça a été, je me suis éloigné très très vite et j'ai refusé de lui parler pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. Il a 85 ans. C'est son histoire, la mienne, mais j'ai vécu avec. Alors le pardon, je ne sais pas si on peut en parler. En tout cas, j'ai tourné vraiment la page. Mais c'est derrière moi. Et je crois que c'est important à un moment donné. Je me suis construit avec ça. Voilà, j'ai subi des choses. Je voulais rebondir sur votre témoignage qui est très riche. À un moment, vous expliquez que vous êtes justement, vous êtes permis de vous effondrer. Ça, c'est important parce que les auditeurs doivent comprendre que l'effondrement, en aucun cas, il faut en avoir peur, bien au contraire. Lorsqu'on s'effondre, on va pouvoir justement se reconstruire. Aucune reconstruction ne peut advenir sans un effondrement. Et je vais aller encore plus loin par rapport à votre récit. D'une certaine manière, cet accident, alors comme vous le dites très bien, heureusement qu'il a eu lieu, ça a permis que vous puissiez vous confronter à ce passé. Parce que dans la majorité des cas, lorsque c'est un refoulement trop massif, on parle de déni et de clivage, il va y avoir en fait des transformations psychiques qui sont terribles. Par exemple, on va avoir des sujets qui vont considérer que l'inacceptable qu'ils ont vécu dans le passé peut devenir acceptable, que la douleur peut se transposer en jouissance, que la tension peut se remanier en excitation, que le souvenir traumatique peut se déguiser en scénario de plaisir. Et donc en fait, toutes ces transformations, c'est ce qui peut amener justement à la répétition. Et on peut mettre l'hypothèse que justement votre père n'a pas eu la possibilité de s'effondrer
pour reconstruire. Il n'a pas été soigné, c'est clair. Exactement. C'est clair. Mais ce qui est très intéressant, Christophe, quand même, et je pense que vous avez évidemment aussi travaillé ça, c'est que vous aviez vous-même quand même quelque chose, une sorte de préconscience des faits, puisque vous vous mettez à distance de vos enfants. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant dans votre fonctionnement. Vous étiez, vous deviez, il y avait quand même quelque chose en vous qui avait... C'est comme si je ne l'avais jamais oublié, comme si je l'avais toujours su, oui. Mais que je ne voulais pas le voir. Voilà, c'était pas le moment de le voir, mais c'était là quand même. C'est ça. C'est ce que j'entends. Et je crois qu'il a fallu que j'attende 35 ans passés pour avoir les outils, pour pouvoir digérer ce qui m'était arrivé, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir, comme vous disiez, reconstruire quelque chose. Donc moi j'ai pris le temps que j'ai pris. Je suis conscient que c'est des dégâts qui sont très 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 douloureux et très lourds. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'a aucun pouvoir de se défendre, aucun pouvoir de comprendre ce qui lui arrive. Être juste l'objet du plaisir de l'adulte. On n'existe pas en tant que personne. Moi, je vais revenir aussi sur votre témoignage, Christophe, qui montre bien comment on peut continuer à vivre en ayant mis de côté quelque chose de monstrueux. Et ce qui veut dire que dans notre société actuelle, il y a des gens qui ont été abusés et qui n'en sont absolument pas conscients et qui ont peut-être des comportements qui les empêchent d'être heureux ou des comportements qui sont difficiles, une sexualité qui doit être un peu déplorable à cause justement de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants, dont ils ne se souviennent pas. Et c'est ça qui est terrible. Oui, c'est terrible, c'est le clivage. Alors j'ai une petite anecdote qui est similaire à votre histoire. C'est un patient que je reçois actuellement en prison, donc 45 ans, aucun antécédent judiciaire, une vie structurée, marié, stabilisé professionnellement, 2 enfants. Lorsqu'il était petit, 6 ans, un couple lui a proposé des caramels et on l'a amené dans une petite forêt et pendant que la femme s'occupait de l'enfant pour le rassurer, l'homme sodomisait l'enfant. À partir de ce moment-là, il a complètement occulté cette séquence, puisque c'était beaucoup trop douloureux, avec la douleur, avec le sentiment d'être trahi par une femme, par un couple, etc. C'est 30 ans plus tard, en allant faire ses courses, il passe devant un passant qui fait aussi ses courses, et il se rend compte qu'il a le même visage que son agresseur. Et au moment où il y a cette rencontre, tout son passé revient. Et alors là, c'est le débordement et effectivement, on se rend compte que le clivage, ça peut se maintenir pendant un temps, mais malheureusement, il y aura toujours, enfin malheureusement et heureusement, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça en étant étranger à soi-même, une remontée, c'est-à-dire la levée du clivage. Donc pour vous, ça a été un accident. Pour d'autres, ça va être le visage qui rappelle... Parfois, c'est un film. Un film, exactement. C'est-à-dire qu'un clivage, ça permet de se défendre d'une situation trop angoissante, de sauvegarder ses assises narcissiques, mais au bout d'un moment, il y aura toujours un retour du passé. Et en tout cas, Christophe, votre témoignage est formidable et je vous en remercie parce qu'on voit bien toutes les étapes que vous avez traversées et bravo parce que vous êtes aujourd'hui apte. Alors, encore une fois, pardonner, je ne crois pas qu'on pardonne. On accepte les choses. Je vois pas pourquoi il faudra absolument pardonner. En plus, ça c'est encore des idées judéo-chrétiennes. Je suis pas sûre que ça je vois pas ce que ça vous apporterait d'ailleurs de pardonner. Vous êtes pardonné à vous-même, c'est-à-dire que vous avez compris que vous étiez victime. C'est ça qui compte. Merci Christophe en tout cas. Allez, on se retrouve après les infos, toujours avec vos témoignages, bien sûr 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300. France, 12 régions sont touchées. Dans le Morbihan, 13 cas sont confirmés. Tous les rassemblements sont interdits et plusieurs établissements scolaires vont rester fermés dans les prochains jours. Un enfant de 3 ans est hospitalisé à Nice. On compte désormais 7 cas positifs sur la Côte d'Azur. Tous ont séjourné en Italie. Emmanuel Macron, lui, annule tous ses déplacements extérieurs qui ne sont pas en lien avec le coronavirus. L'Élysée précise qu'il a voulu ajuster son agenda au regard de la situation pour se rendre disponible et être mobilisable cette semaine. L'Union européenne, elle, relève le niveau de risque. Il passe de modéré à élevé. Le Portugal et l'Andorre enregistrent leur premier cas de contamination. La contre-attaque des syndicats après le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans le vote.
Bon, petit commentaire par rapport à cela. Donc, je tombe sur l'émission donc, de Brigitte Lahaye. Je vous laisse vous faire votre idée. Intéressant. Alors, juste un constat. C'est vrai qu'elle parle pas mal actuellement donc, de problèmes liés à la pédophilie. Toutefois, ça concerne que les problèmes dans les familles, en fait. Mis à part donc ce témoignage donc de ce jeune gamin donc qui a été de ce monsieur lorsqu'il était gamin qui a été enlevé donc alors là je reprends donc l'émission elle reprend ok donc qui a été enlevé donc par des gens et qui a été abusé. Nous sommes en compagnie de Stéphane. De relever la destruction de l'adulte par le déni qu'il l'a habité pendant des dizaines d'années et qui revient sur un événement fortuit. Oui, tout à fait. L'événement, c'est ce qu'on disait justement auparavant. À tout moment, le retour du passé revient sur le devant de la scène. Je voulais revenir sur la question du soin. Petite anecdote aussi, un patient qui était vraiment attiré par les enfants, il expliquait... Bon, pour les nouveaux, vous constaterez que je fais du bricolage. Pour les nouveaux qui m'écouteraient là, des courbes, donc au niveau de ma vidéo, qui vont dire que bon, je fais de la qualité, niveau qualité. Non, je fais du bricolage avec ce que j'ai, voilà. Moi, j'ai pas de moyens, je fais ça gratos bénévolement. Une problématique à accueillir la figure de la femme, de la vraie femme. D'où son attrait pour des petites filles. Voilà, c'est-à-dire que tous ces fantasmes, il fallait qu'il y ait un corps prépubère. Et petit à petit, le scénario a commencé à se modifier. Il faisait apparaître au départ des rêves où c'était des enfants, et petit à petit, des femmes apparaissaient. Sophie est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de prendre la parole, Sophie. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai été violée à 11 ans par un militaire. Nous étions avec le catéchisme au Mont Valérien et j'ai dû aller chercher de l'eau. Et, deux militaires m'ont accompagné. Il y en a un qui s'est séparé du groupe. Et puis, l'autre m'a allongé et m'a violée. Donc, je n'ai strictement rien fait. Alors, moi, je suis formée, j'ai une formation d'infirmière, je suis formée, je suis sophrologue, je suis formée en psychologie. Donc, j'ai tout oublié pendant des années, jusqu'au moment où j'ai eu un accident de voiture. Et j'ai perdu la mémoire avec cet accident. Il n'y avait pas de raison de rester amnésique pendant très longtemps. Vous aviez quel âge quand vous avez votre accident de voiture ? J'avais 43 ans. 43 ans. Donc ça veut dire que pendant 32 ans, vous aviez refermé le tiroir de ce viol. Absolument. Et vous avez le souvenir aujourd'hui de comment vous vous êtes comporté après le viol à 11 ans ? Ah oui, très bien, oui. Vous êtes revenu... Ma culotte étant un peu déchirée, ma mère je suis une franco-libanaise, j'avais une mère extrêmement suspicieuse et je n'ai eu qu'une seule chose, c'est une peur panique qu'elle se rende compte de quelque chose parce que je savais qu'elle allait m'accuser. En tout cas, je pensais qu'elle m'accuserait. De toute façon, ma mère n'aurait pas pu l'assumer, ça aurait été dramatique. Donc, j'ai caché. J'ai dissimulé. C'est terrible ce que vous racontez, parce que si vous aviez eu une mère aimante, bienveillante, peut-être qu'à 11 ans, vous auriez pu venir pleurer auprès de maman je ne crois pas qu'à l'époque, je ne crois pas qu'il y ait eu tellement de mères qui soient capables d'assumer, parce que par la suite, j'ai rencontré dans mon métier beaucoup de femmes violées. Et je ne pense pas qu'une seule n'a pu parler à sa mère. C'est horrible ce que vous dites. Oui. Et vous êtes devenu psy donc avant cet accident de voiture, je suppose. Non. Oui, avant l'accident, oui. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y avait quand même une part de vous-même on ne choisit pas d'être psy si on est pleine de joie, de sexe et d'amour et qu'on n'a pas vécu quelque chose de difficile.
Non, je suis devenue psy, non pas pour, je pense, cette raison, mais parce que mon père avait fait un AVC et il a été hospitalisé en psychiatrie. Je pense que je l'accompagnais, j'étais très jeune, et je pense que c'est ça qui a été déterminant, c'est que je donnais ces médicaments quand ma mère n'était pas là. Je suis devenue soignante. Oui, bien sûr. Mais derrière aussi, peut-être qu'il y avait un mal-être que vous ignoriez, mais qui vous a poussé peut-être aussi à devenir psy. Enfin, je sais pas, hein, je fais une interprétation, c'est vous qui savez mieux que moi. Une combinaison, mais je pense que là, pour moi, c'est le point au père. Avant, de même que j'avais 11 ans, mais c'était moi qui donnais les médicaments de mon père. Donc, j'étais une petite grande personne. Et effectivement, j'ai pu assumer le viol. Quand j'ai repris conscience du viol, mais tardivement, j'étais allée voir Aurore Sabourin et ça m'est tombé dessus. J'ai été tout de suite, je me suis détachée de mon corps, mais ça c'est la dissociation qui se produit. Donc ça a été fulgurant, la prise de conscience. Donc je pense que c'est pas pour moi prépondérant dans mon métier. Le psy, oui, sûrement, parce que si j'ai choisi la psychologie, c'est pas pour rien. Oui, tout à fait. Hein. Alors, je confirme, étant moi-même docteur en psychologie et fréquentant beaucoup de personnes qui travaillent dans cette discipline, il y a quand même toujours une histoire particulière dans l'enfance. On parle souvent d'enfants qui ont été dans une obligation d'interpréter et de comprendre l'environnement, parce que l'environnement autour était défaillant. Alors, défaillant pour des raisons multiples, mais effectivement, il y a toujours un passé assez obscur avec des questions d'enfants qui n'ont pas été résolues, d'où le fait qu'on va choisir le chemin de l'élaboration à travers les études et la compréhension de la psyché humaine. Hein. Ah, ça, j'en suis persuadée. Même mes amis, j'avais fait un moment, un début de travail sur les motivations des médecins et des soignants, c'était évident. Alors, Sophie, je vous pose une question, puisque vous découvrez 32 ans après que vous avez été violée. Vous auriez aimé pouvoir porter plainte, justement, à 43 ans ? Non, sincèrement. D'accord. Non, mais vous comprenez pourquoi je pose cette question, parce que on pense parfois qu'il faudrait lever le temps pour qu'on puisse porter plainte, quel que soit le moment où on découvre le traumatisme. La question se pose, hein, c'est pour ça que je vous la pose. Pour vous, non, pas forcément. Non. Au moment où j'en ai pris conscience, je n'aurais certainement pas pu porter plainte. Maintenant, porté par le mouvement, parce que ce mouvement est très très fort, des prises de conscience et le fait que, regardez, je m'exprime facilement à la radio, mais que je puisse dire ce que j'ai ressenti, fait que maintenant je pourrais porter plainte. Mais à l'époque, très certainement pas. Non, mais vous étiez certainement... non, mais même à 45-50 ans, je n'aurais pas pu porter plainte. Parce que c'était tellement privé pour moi, je ne voyais pas ce que la police aurait eu à faire dedans. Hein. Mais ce qu'essaye de se dire, enfin, si je puis me permettre, Brigitte, ce qu'elle essaye justement de mettre en avant, et il est vrai que c'est très juste, souvent pour pouvoir faire le deuil de son traumatisme, le fait d'être reconnu victime et de reconnaître l'auteur par l'intermédiaire d'un procès notamment, ça peut permettre de soigner, de guérir et de tourner la page. Parce que justement, lorsque la justice ne met pas des mots sur l'auteur, sur les raisons qui auraient pu pousser le passage à l'acte, lorsqu'il y a encore des énigmes qui ne sont pas élucidées, justement la justice et le procès permettent de mettre de la parole sur les raisons et les causes, ça peut permettre une sorte de libération. C'est assez étonnant que vous n'ayez pas eu comme fantasme l'envie de mettre le bourreau derrière les barreaux. Oui, je n'ai pas eu cette envie dans la mesure où je n'ai pas assez élaboré par la suite.
Donc, je pense que j'ai conservé l'attente, une distance avec l'homme. Et j'ai divorcé il y a 30 ans maintenant. Je ne me suis jamais remariée, je ne me suis pas repositionnée dans la vie avec un homme. Et une part de moi-même est amputée de l'homme. Il serait peut-être... Il n'est jamais trop tard. Voilà, enfin bon, après, vous avez l'air de... Encore une fois, vous êtes psy, vous avez certainement fait le travail qu'il faut. Et puis après tout... mais là, encore une fois, on voit à quel point un abus, un viol va changer totalement la destinée de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... travailler pour que ça se reproduise de moins en moins. Allez, merci beaucoup en tout cas Sophie de votre témoignage. On se quitte un court instant et on se retrouve tout de suite bien sûr toujours avec vous au 08 9. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Stéphanie Germany, Jean-Louis Guilleneuf, justement, on va parler avec Carole Cédéo de Jung. Alors là, on remonte encore un peu le temps, début du siècle dernier. Est-ce que Jung était lucide, conscient de tout ça? Qu'est-ce qu'il en aurait? Alors il en aurait dit, déjà il aurait parlé de sa propre expérience. N'oublions pas, Jung il est né en 1875, il va mourir en 1961, donc voilà. Et il va être, quand il a à peu près 3-4 ans, en tout cas pas plus d'après les textes que nous avons et de ce qu'il dit, eh bien il va être abusé par un de ses oncles qui est pasteur protestant, etc. Et il n'en parlera pas, enfin il en parlera beaucoup plus tard, sauf qu'il écrira en 1907. En 1907, il a donc 32 ans, quelque chose comme ça. Il écrit, c'est le seul témoignage que l'on a de concret dans une correspondance à Freud, où il dit « Petit garçon, j'ai succombé à l'attentat homosexuel d'un homme que j'avais auparavant vénéré. » Et là, vous avez parlé de plein de choses et que Jung aurait pu effectivement nommer par rapport à tout ce qui était de l'ordre du fantasme, de la dissociation, de l'effondrement psychique, etc. Donc il a 3-4 ans quand cet événement va se passer, qu'il va certainement enfouir, refouler. On sait que enfant et voire adolescent, Jung a eu des problèmes psychologiques, psychiques bien sûr. Il était effectivement dans un clivage. Qu'il nommait lui-même sa personnalité numéro 1 et sa personnalité numéro 2. Effectivement, il aurait pu effectivement se séparer de ces deux personnalités. Il s'est trouvé que c'était Jung et que sûrement l'univers l'avait écrit comme ça et que sa vie durant, il a pu tenir ces fameux opposés. Donc à quel moment, alors ça on n'a pas vraiment l'information, mais c'est intéressant et aussi par rapport à ce que certains auditeurs ont dit, à quel moment effectivement le traumatisme, l'image va revenir. Pour lui, ça sera quand même enfant avec un rêve, ce rêve connu, ce fameux rêve du phallus, où il a 4 ans quand il fait ce rêve, il descend dans un souterrain profond, et il y a un trône d'or. Donc on pourrait reprendre tous ces termes au niveau de la symbolisation, et sur ce trône d'or, il y a un phallus énorme qui est magnifique, qui est coloré, etc. Et bien évidemment, ce rêve va le poursuivre toute sa vie, surtout que quand il le racontera, sa mère va aussi nourrir aussi des images qui vont aussi être des fantasmes pour lui, en lui disant qu'il y a des ogres. Vous avez employé le mot tout à l'heure par rapport justement à certains prédateurs, et elle va mettre une phrase qu'il aura comme une espèce de leitmotiv en parlant d'hommes noirs qui vont venir le dévorer, qui vont venir les mangeurs d'hommes, etc. Et donc toute sa vie, il y aura cette image-là, ce fantasme. Alors après, bien évidemment, la question, qu'est-ce que ferait Jung aujourd'hui par rapport à ces problématiques qui n'étaient pas nommées, bien sûr, à l'époque, et dans ce milieu aussi bourgeois où la religion était présente, omniprésente. Maintenant, cela fait partie très certainement des événements traumatiques, mais aussi fondateurs de tout ce que deviendra Jung. Parce que tout cela, et vous avez dit aussi tout à l'heure quelque chose d'important, les fantasmes, surtout, en finalité, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Jung, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé aussi par rapport à ça, il a créé de choses diverses et variées, il a construit, il a sculpté, il a peint, voilà. Et on voit bien dans certains de ses textes, et aussi dans certaines formes qu'il a créées, qu'il est en train de se libérer de quelque chose.
Là où effectivement avec Freud, ça s'est pas très bien passé, dans leur 9 ans et leur séparation, c'est qu'effectivement là où Freud voyait systématiquement quelque chose de sexué, de sexuel, voire de problématique, Jung, quand il parle de ce rêve, il ne l'exprime pas avec quelque chose qui sera effectivement quelque chose de l'ordre du sexuel et de la sexualité. Pour lui, mais après, dans son déroulement aussi de vie, il dira que ce rêve a été l'initiation de tout ce qui va devenir sa démarche de l'ordre du spirituel. Donc, voilà, on va se dire... C'est quelque part, comme ça, vous écoutez Carole Sédio, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui l'a sauvé. Oui, c'est sûr. C'est effectivement en passant par rapport à ça, mais il aurait pu aussi, le risque aurait été, s'il n'avait pas mis entre, justement, la sexualité et la spiritualité, s'il n'avait pas mis l'œuvre créatrice ou créative, peut-être que là, effectivement, il aurait été dans cette scission dont vous avez parlé, voilà, et qu'est-ce qu'il serait devenu, ça, l'histoire ne le dit pas. Mais, et je crois que vous l'avez dit aussi à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment l'individu va pouvoir élaborer en fonction de son niveau de conscience, et j'imagine que vous devez voir ça en permanence. Voilà, qu'est-ce qu'on propose à l'individu, ou qu'est-ce qu'on entend qu'il propose pour pouvoir l'aider, au-delà de l'élaboration, à créer et à se recréer, de redevenir co-créateur de qui il est, parce qu'encore une fois, en amont, il y a aussi pour toutes ces personnes-là aussi des blessures, des souffrances. Mais c'est toute la difficulté. En effet, on a été victime, et qu'est-ce qu'on en fait pour sortir justement de ce rôle de victime et créer sa vie, recréer sa vie. Absolument, c'est ce qu'a su faire merveilleusement bien Jung, évidemment. Merci Carole. Merci Carole Sédio. Je rappelle votre livre Jung, l'explorateur de l'esprit, aux éditions d'Hervy. Allez, on se quitte un court instant et on revient avec vos témoignages, bien sûr, au 08. Bon voilà, il y en a assez pour cette émission, je ne vais pas continuer. Donc si vous voulez regarder, donc ça se passe sur Sud Radio. Là, nous sommes donc le 2 mars 2020. Et donc c'est l'émission donc, de Brigitte Lahaye. Voilà. Donc j'ai pris ça en cours, et donc c'est avec mon ordinateur, et enfin sur internet, donc vous l'avez suivi en direct, et pour la suite. Voilà, donc juste un petit rappel par rapport à ça. Vous voyez, donc ça parle en fait des relations de pédophilie familiale, ouais, et puis après donc des viols avec des êtres qui ont abusé d'enfants. Mais là, en aucun cas, il y a une question où est évoqué donc les réseaux, donc les enlèvements d'enfants. Bon voilà, c'est le sujet donc dont on est obligé de parler aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le remarquer, le traitement donc de ce sujet, donc de la pédocriminalité, bien est sélectif. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis merci donc d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc là ça reprend, mais je vais pas regarder jusqu'au bout, c'est trop long. Voilà.